Laurence Trochu, justement, ce suspect, 9 condamnations, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, une immense, je dirais, tristesse, parce que les conditions de ce meurtre, elles sont absolument atroces. On a aussi évoqué le fait que la petite fille avait sans doute été témoin en partie de ce meurtre. Moi, j'ai été très attentive à ce qu'on a décrit comme les signaux faibles, qui étaient autant d'indicateurs nous laissant à penser qu'on avait affaire à quelqu'un dont l'état n'était pas stabilisé au regard des règles de la société. Et peut-être que, bien sûr, tout le travail là qui va être fait va être de détecter s'il y a eu défaillance ou pas de l'institution à certains moments. Et moi, je ne vais pas m'engager là-dessus parce que je n'ai pas les éléments pour le faire. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en fait, on voit dans ces histoires tragiques de violence conjugale qu'il y aurait besoin de faciliter en fait les ordonnances de protection dès le plus petit délit, parce que en fait cette femme, elle a porté plainte en novembre 2020. Rares sont les femmes d'ailleurs qui portent plainte. Elles vivent dans un système de pensée et de dépendance par rapport à l'agresseur qui fait que la plupart du temps, elles ne portent pas plainte parce qu'elles ont peur que si le conjoint violent l'apprend, je dirais, elles prennent le double derrière. Donc une femme qui va porter plainte, ça veut quand même dire qu'elle a vaincu cette peur-là et qu'elle a estimé que le danger était suffisant pour le faire. Donc c'est vrai que ne pas en tenir compte au moment où il est permis à cet homme de retourner dans son foyer pour terminer sa peine de manière aménagée, c'est vrai que ça interroge. À la demande d'ailleurs de sa compagne qui avait... Alors sa compagne, pas à la demande de sa compagne, elle avait en revanche accepté c'était pas elle qui l'avait demandé, mais elle avait accepté effectivement qu'il puisse revenir au domicile. Mais vous voyez, on a quand même en France des explosions ces derniers temps, ces dernières semaines de violences conjugales de ce type, avec en plus des méthodes particulièrement barbares. Je pense à cette femme aussi qui avait été brûlée vive il y a pas très longtemps, Chahinez, à Arpajon dans l'Essonne, une femme érythréenne qui a été tuée à coups de marteau. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une escalade de violence conjugale appelée féminicide, alors à tort ou à raison, et c'est pas le sujet, parce que je pense que le problème aujourd'hui, il est plus de résoudre les situations que de disserter sur l'usage des mots, mais il va falloir s'interroger sur cet ensauvagement aussi, qui vise particulièrement les femmes. Et c'est assez intéressant de voir que l'OMS, en 2012 d'ailleurs, a classé en 4 catégories les féminicides. Il y a les féminicides dits de l'intime, qui sont ceux qui ont lieu dans le cadre justement de la vie privée. Et puis il y a les féminicides dits au nom de l'honneur, c'est-à-dire dès lors qu'on estime que la femme a transgressé les codes qui sont ceux en vigueur dans la tête de son meurtrier. Et là, en fait, c'est intéressant de voir aussi ce que le suspect a dit. Il estime qu'elle l'avait probablement trompé pendant on va y revenir. Mais en Espagne, d'ailleurs, il y a des tribunaux qui sont dédiés, justement, spécifiques qui sont dédiés à ces dépôts de plainte et à cet accompagnement des femmes qui viennent dans le cadre de violences spécifiques. Donc évidemment qu'on a une marge de manœuvre énorme. Il y a évidemment, pour moi, le problème numéro 1, c'est quand même celui de la justice. Enfin, il ne vous aura pas échappé que, vu le profil du suspect, on est quand même en train de se demander, mais pourquoi un tel homme a-t-il pu bénéficier d'aménagement de peine? Enfin, je veux dire, c'est quoi cette mode en France où, quand une peine est prononcée, elle n'est pas exécutée jusqu'au bout? Là, il y a quand même, quel que soit le contexte, là, on est bien sûr en bout de chaîne et on voit le drame vers lequel ça nous a amenés. Mais je veux dire, quel que soit le sujet, comment se fait-il qu'en France, de toute façon, quand on va au tribunal et qu'on est condamné, on sait qu'il y a là, quelques mois après, finalement, on peut ressortir. Il nous manque quoi? Il nous manque en fait une volonté politique, parce que les remèdes, on sait très bien, les remèdes, on les a, qu'il s'agisse de la petite délinquance. J'aime pas employer ce mot de petite délinquance, parce que pour le coup, on n'est pas dans la logique de prendre les choses en main dès le début. Mais que ce soit dans la logique de la délinquance, que ce soit dans le problème des violences faites aux femmes ou de toute autre dérive, on a un problème de volonté politique qui est flagrant. Pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui,
il y a un sentiment d'impunité à tous les étages. On voit bien avec le sujet de la drogue, qui est un autre fait d'actualité criant aujourd'hui. On voit bien, il y a une impunité. Enfin, qu'est-ce que vous voulez quand... Pourquoi la question, c'est pourquoi avec 9 condamnations, pourquoi avec 9 condamnations, il est encore dehors. Pourquoi est-ce qu'un réfugié politique serbe condamné 9 fois est encore sur le territoire français et encore en liberté? Valérie Boyer, députée, quand elle était députée, les Républicains avaient demandé, justement dans le cadre de la protection des femmes, que dès lors qu'un réfugié ou un demandeur d'asile politique avait été condamné, et particulièrement dans le cadre des violences faites aux femmes, il devait être déchu de son statut de réfugié. Alors moi, je voudrais quand même qu'on revienne sur ce que je disais au tout début. L'OMS 2012 qui dit que une des causes de féminicide, ou un type de féminicide, c'est quoi? C'est le féminicide au nom de l'honneur. C'est-à-dire parce que la femme aurait transgressé le code de l'honneur qu'elle était censée suivre. Il y a quand même aujourd'hui une distinction en France entre des gens qui vivent à l'occidental, pour lesquels l'égalité homme-femme est un fait et même un principe, et pour lesquels ça ne pose absolument aucun problème de le vivre ainsi. Il y a chez nous des personnes qui viennent avec d'autres mœurs, qui sont des personnes issues d'une immigration plutôt récente, et pour lesquelles l'égalité homme-femme ne va absolument pas de soi, pour lesquelles le féminicide, ce n'est pas de tuer, de soi, madame, pour lesquels le féminicide n'est pas tant le fait de tuer une femme, mais de tuer sa femme parce qu'elle est sa chose et qu'elle vous appartient et qu'elle est bonne à être à la cuisine, aux soins des enfants. Et vous croyez que dans la tradition occidentale, il n'y a pas ce type de représentation, heureusement, je suis désolé, malheureusement, on est en plein dedans encore aujourd'hui. Je peux parler? C'est un respect aux femmes, ça, de couper la parole tout le temps? Non, mais là, ce que vous dites est aberrant, je suis désolé. Je suis désolé. Allez-y, faire des représentations en fonction de l'origine. Je vous donnerai la parole après. La civilisation occidentale, elle a eu évidemment ces heures également où la femme n'était pas forcément mise à l'honneur, mais fort heureusement, elle a évolué. Elle a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parlez aux jeunes générations, alors peut-être que sous un aspect un peu macho, parce qu'on a 20 ans et qu'on roule des mécaniques, on tient un discours qui peut être en apparence, je dirais, en désaccord avec ça, mais il n'empêche que profondément, structurellement, aujourd'hui, les gens qui vivent à l'occidental, il viendrait à personne l'idée de venir dire qu'un homme et une femme n'ont pas la même dignité. Vous voyez, ça touche tous les milieux. Ouais. Simplement, je vous dis, il y a en plus un défi particulier aujourd'hui, à partir du moment où il y a des gens qui sont ici et qui n'ont pas l'intention de vivre à l'occidental et de s'assimiler. Ça n'enlève rien au fait que malheureusement, il y a d'autres types de meurtres de femmes dans des milieux où a priori tout va bien, et malheureusement ça arrive partout. Donc je ne dis pas ça pour nier une réalité ou pour la minimiser, simplement pour dire qu'il y a en plus un nouveau défi auquel il faut qu'on sache répondre, et qui prend aussi sa source dans un regard sur la femme qui n'est pas un regard d'égalité, mais qui est un regard d'une femme qui est soumise à son mari. Mais vous voyez que, oui, la problématique, on voit bien qu'elle est celle de l'autorité à l'échelle finalement de toutes les problématiques du pays. Autorité et puis respect de la fonction. Alors là, moi, excusez-moi, mais j'interroge quand même la séquence de com de notre président, parce qu'en termes de respect de la fonction présidentielle, avec ces youtubeurs où effectivement on donne l'impression que l'élu c'est un pote comme les autres, c'est un petit peu moyen. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui éduque les jeunes générations au respect de la fonction. Les violences sur les élus, en un an, elles ont été multipliées par 3. Et il y a eu justement une consultation. Faire le lien avec ce que faisait le président de la République et ses youtubeurs? Non, si, il y a un lien, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un lien, on va dire, de cohérence. C'est-à-dire que si on veut restaurer l'autorité, c'est pas claque comme ça d'un coup de magique. C'est dans les petites choses de la vie quotidienne. Vous avez parlé tout à l'heure de l'école. Eh bien, il y a une éducation au respect qui se fait aussi à travers le respect de la fonction, de l'institution, de la création d'une distance entre justement l'élu dans sa fonction d'élu. Et ça ne l'empêche pas pour autant d'être un élu proche de ses habitants ou proche des Français. Mais simplement, il faut quand même ici qu'on ait cette cohérence
cohérence de dire, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Ça fait partie de notre mode de vie, ça fait partie de l'apprentissage de la vie en société. C'est de l'éducation civique. C'est de l'éducation civique, exactement. Mais là, pour le coup, c'est de l'éducation civique, je dirais, sur le terrain, quoi. Et concrètement, il y a eu, justement, parce qu'il y a un maire qui est mort il n'y a pas très longtemps, souvenez-vous, c'était en 2019, le mort de Signes. Voilà. La commission des lois du Sénat, justement, a travaillé, notamment sous la houlette de Philippe Bas, du sénateur Philippe Bas, pour faire une consultation auprès des maires. Alors, bien sûr, ceux qui se sont manifestés sont précisément ceux qui avaient quelque chose à dire parce qu'ils avaient été de près ou de loin victimes de violences à leur égard. Mais il en ressort malgré tout de cette consultation 12 propositions qui ont été mises sur la table. Il y avait des propositions d'ordre technique. Moi, celles qui m'intéressent, c'est celles qui sont d'ordre politique, justement, parce qu'il y avait notamment diffusé à l'ensemble des parquets des orientations fermes de politique pénale en cas d'agression d'élus locaux. Et on en revient encore une fois à ce sujet de la justice, parce que c'est au niveau de la sanction. Oui, supprimer le rappel à la loi. Lorsqu'on attaque un élu. Exactement. Mais on en est vraiment... la conclusion, elle est vraiment là. C'est que la réponse, elle est quand même dans l'éducation au respect de la fonction et dans la sanction pénale. Éducation, prévention, répression. Et éducation, mais éducation, c'est le rôle premier des parents. Mais s'ils le font pas, je suis d'accord. Mais souvenez-vous les paroles de la maman de Marjorie. Il y a quelques jours. C'était assez fort son message. C'était poignant, c'est vrai. C'était poignant. Elle nous disait justement, c'est à nous les parents de faire l'éducation de nos enfants. Parce qu'un gamin de 10, 12, 14 ans qui est dans la rue à minuit en train de faire le guetteur... c'est le monde idéal. Mais bien sûr, mais il n'empêche qu'il y a une défaillance des parents. Et si on ne prend pas dans la version éducation, l'accompagnement à la parentalité, on passe à côté du sujet.